Chers auditeurs, bonjour et bienvenue à ce 22e épisode du balado L'état du monde. En ma compagnie, Jocelyn Coulon. Jocelyn, comment ça va? Bonjour. Très bien, et toi? Ça va, vous voyez qu'on utilise, à ceux qui nous écoutent sur YouTube, vous voyez qu'on utilise une nouvelle plateforme aujourd'hui parce que on a eu des petits problèmes avec Zoom. C'est peut-être dans tout malheur, il y a du bien. Je pense que l'esthétisme de cette plateforme-là est beaucoup mieux que celle de Zoom. Donc, je Ouais. pense que si ça se passe bien aujourd'hui, dorénavant, on va continuer avec celle-ci. Donc, écoute, aujourd'hui, on a en deuxième partie d'émission, on a une entrevue avec l'auteur Corim de la semaine, avec le professeur Stéphane Paquin de l'École nationale d'administration publique, qui a déjà participé il y a quelques mois à un de nos épisodes. Je me souviens, il avait parlé de des travaillistes en Ouais. Grande-Bretagne, à quel point ils avaient très rapidement perdu des appuis suite aux élections qui avaient eu lieu l'été dernier. Donc, on le retrouve pour discuter de commerce international et de commerce interprovincial au Canada. Mais donc, avant de commencer, on va avoir une première partie pour discuter des événements de l'actualité internationale des derniers jours. Donc, évidemment, les choses semblent s'accélérer en Ukraine. Il y a eu un coup de fil d'1 heure et demie entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Promesse éventuelle de se rencontrer à un sommet en Arabie Saoudite. Donc, on en avait discuté la semaine dernière. Donc, peut-être qu'on va voir en 2025, peut-être pas une paix, mais un cessez-le-feu. Puis, on va aussi peut-être discuter rapidement des certaines trouvailles de ce que le ministère des Affaires étrangères a financé en matière d'aide internationale. Je sais que ça avait été un sujet qu'on avait abordé avec Maxime Bernier. Il avait été vous en souviendrez, il avait été très radical dans son propos à l'effet qu'on devrait complètement couper l'aide internationale, mais qu'on devrait la conserver uniquement dans situation de tragédie Humanitaire, ouais. humanitaire, c'est ça. Donc, on pourra en reparler en deuxième partie. Mais écoute, je vais te laisser discuter des derniers développements, la question ukrainienne. Très bien. Écoute, Jean-François, les événements déboulent très rapidement du côté de Washington. La semaine dernière, on évoquait certains plans. On avait fait un peu le bilan des déclarations de l'entourage du président Trump. Euh, Déclaration qui s'était étalée sur à peu près 4-5 mois, c'est-à-dire avant son élection, puis au moment de son élection et de sa prestation de serment. Et là, en quelques heures, Trump, comme c'est son habitude, vient bouleverser l'agenda de tout le monde et vient surprendre tout le monde. Et en plus de Trump, il y a son secrétaire à la Défense, son nouveau secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, qui lui aussi a laissé sa marque, pour le dire de façon polie, en Europe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé de façon pratiquement concomitante? C'est que M. Hegseth s'est retrouvé avec ses collègues ministres de la Défense lors d'une rencontre de l'OTAN et il a mis les points sur les i. Pour la première fois, le langage est très clair, très brutal, tant envers les Ukrainiens qu'envers les Européens. Alors, qu'est-ce qu'il dit en résumé aux Ukrainiens? On va commencer une négociation et nous, on a 3 lignes rouges. D'abord, il est absolument irréaliste de revenir aux frontières d'avant 2014, c'est-à-dire les frontières de 1991, lorsque l'Ukraine est devenue indépendante et a été reconnue sur la scène internationale dans ses frontières de 1991. Vous le savez, en 2014, les Russes ont annexé la Crimée et ont commencé à gruger le territoire, certains territoires dans l'est, dans le sud-est de l'Ukraine. Et aujourd'hui, donc 2014, c'était les premiers pas des Russes en dehors de la Crimée. Donc,
après ce 2014, il y a eu évidemment la guerre de 2022 qui a permis à la Russie de prendre encore plus de territoire. Et aujourd'hui, la Russie contrôle environ 20% du territoire russe. Ce que dit ukrainien, pardon. Ce que dit Hegseth, c'est que on retournera pas aux frontières d'avant 2014. Deuxième ligne rouge, les États-Unis ne croient pas que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN soit une issue réaliste pour un règlement négocié. On savait déjà que Biden et d'autres membres de l'OTAN n'étaient pas en faveur d'une adhésion rapide de l'Ukraine à l'OTAN, mais lors du sommet de l'OTAN de l'été dernier à Washington, il a été accepté que l'Ukraine entrerait dans l'OTAN car ce pays était sur un chemin irréversible. Or, évidemment, la déclaration de Hegseth lance une douche froide aux aspirations des Ukrainiens d'adhérer à l'OTAN, qui pour eux symbolise une garantie de sécurité béton. Moi, j'ai toujours contesté ça. Je pense que c'est une illusion que de croire que l'OTAN protège ses membres. Ce sont les États-Unis qui protègent les membres de l'OTAN. Et quand les États-Unis vont penser que leurs intérêts ne nécessitent pas de protéger un membre de l'OTAN, ils le feront. Le général de Gaulle avait très bien compris ça dans les années 60, quand il avait dit « Est-ce que les Américains vont sacrifier New York pour sauver Berlin ?» Comme la réponse c'était non, il a dit « Nous, on aura nos armes nucléaires, notre défense autonome. » Donc, il avait bien compris ce qui était en jeu dans cet article 5. Troisième ligne rouge, M. Hegseth a dit qu'il n'y aurait aucun déploiement américain en Ukraine, quel que soit le règlement politique ou militaire avec Moscou. Alors, ceux qui pensaient qu'il y aurait une force de maintien de la paix ou une force plus robuste pour empêcher les Russes dans 5 ans ou dans 10 ans de redéclencher un conflit en Ukraine, ceux qui pensaient que les Américains seraient sur le territoire russe viennent de recevoir Ça sur le territoire ukrainien. Voilà. Les Américains ne veulent pas être sur le territoire ukrainien, quelle que soit la configuration et quel que soit le mandat. Il n'est pas question de troupes américaines. Et il invite donc les Européens et non-Européens qui voudraient constituer une force de paix, une force robuste, de la constituer en dehors de l'OTAN et sans protection de l'OTAN et des États-Unis. Les Américains n'en feront pas partie. Ça, c'est les éléments sur l'Ukraine. Ce qui m'apparaît le plus important dans le discours de Hegseth, qui a d'ailleurs été repris par Trump, mais j'y reviendrai un peu plus tard, ce qui m'apparaît intéressant dans le discours de Hegseth, c'est les propos qu'il a tenus sur la sécurité européenne. Parce qu'on peut pratiquement dire aujourd'hui que l'Ukraine s'est réglée. En tout cas, certains spécialistes disent que la négociation est pratiquement terminée puisque les Américains ont offert les 3 éléments que je viens de souligner et qui verrouillent d'une certaine façon la négociation et qui la mettent dans un cadre où tout le monde devra évoluer. Sur la sécurité européenne, et là je trouve que c'est l'élément le plus positif du discours de Hegseth, c'est qu'il dit ceci: les États-Unis ne toléreront plus une relation déséquilibrée qui encourage la dépendance. Notre relation donnera plutôt la priorité à l'autonomisation de l'Europe
pour qu'elle assume la responsabilité de sa propre sécurité. Ben, tu le sais, Jean-François, ça fait 40 ans que les Européens discutent d'un pilier européen de la défense au sein de l'OTAN, en dehors de l'OTAN. Ça n'a jamais abouti à quoi que ce soit. Ça n'a jamais abouti parce qu'ils sont tout le géant américain. Parce que les Européens sont tout le temps divisés, parce que lorsque les Français, qui doivent être tout à fait ravis de cette déclaration, puisque c'est ça qui pousse depuis tant d'années, ben, quand les Français disaient aux autres Européens, on va construire une défense européenne, ils se faisaient tirer dans le dos par les Polonais, par les Baltes, par les Britanniques ou par d'autres. Et donc là, le masque est tombé de la protection américaine. Les Américains disent « You are on your own ». C'est à vous de vous occuper de votre sécurité. Alors, Trump est venu confirmer les propos de son ministre de la Défense dans une discussion téléphonique d'1h30 avec Poutine, où, à l'évidence, ils n'ont pas parlé uniquement de la libération d'un professeur américain qui avait été emprisonné depuis 3 ou 4 ans. Non? Ouais. Voilà. Ils se sont mis d'accord sur les grandes lignes des 3 lignes rouges que je viens de souligner, ce qui, évidemment, a provoqué la fureur des Européens qui ont poussé beaucoup de papiers hier à Bruxelles et qui se sont indignés et qui sont revenus aux vieilles formules. Quand tu n'as plus d'opinion, tu sors les gros canons du style « c'est la politique d'apaisement, ça ressemble à 1938 ». Ça, c'est vraiment quand vous n'avez plus aucun argument, vous sortez ça. Ça n'a pas dû impressionner. C'est à peu près comme nous traiter de pro-russes puis d'agents du Kremlin. Là, c'est dans la même ligue. Hein? C'est dans la même ligue. Alors, c'est une espèce d'intimidation intellectuelle. J'ai pas l'impression que ça a ébranlé Trump et ses ministres à Washington. Alors, il serait peut-être temps maintenant que les Européens qui veulent participer aux négociations avec Zelensky trouvent une formule pour convaincre Américains et Russes d'y participer, parce qu'après tout, on parle de la sécurité et de l'avenir de l'Ukraine, mais on parle aussi de la sécurité européenne. Ah oui. Ce que je crois qui va arriver, c'est que les Américains et les Russes vont s'entendre sur tous ces éléments-là, vont ouvrir la table aux Européens et aux Ukrainiens, et ils vont les mettre devant le fait accompli. Il y aura peut-être des petits ajustements à droite et à gauche, mais rien de majeur. Rien de majeur. Ouais. Alors, voilà ce qui s'est passé au cours des 7 derniers jours. Et c'est un développement majeur. Alors, comment ça va prendre de temps avant que la négociation commence? Quoique, du côté de Washington et Moscou, elle a déjà commencé. Certains spécialistes disent même qu'elle est déjà terminée. Mais disons que pour les fins d'une adaptation avec les Européens et les Ukrainiens, ça pourrait durer encore quelques semaines, quelques mois. Et on dit qu'il y aura un sommet entre Trump et Poutine, peut-être en Arabie Saoudite. Ouais. Non, ben ouais, tu as bien résumé. Moi, je dirais que, écoute, un petit bémol. Oui, on parle de l'ouverture d'une négociation, mais lorsque 2 parties en viennent à négocier, c'est parce qu'ils sont pris ce qu'on appelle dans un anglais un stalemate. De part et d'autre, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus rien accomplir, ils ne peuvent plus rien gagner sur le champ de bataille, donc ils en sont réduits à négocier. Ça a été le cas en 1953 en Corée, alors que les lignes sur le champ de bataille ne bougeaient plus. Donc, c'est la raison pour laquelle ils ont signé un cessez-le-feu. Ouais. Or, le problème en ce moment, c'est que le momentum, on l'a dit la semaine dernière, est clairement du côté de la Russie, continuer à gruger du territoire en Ukraine. Puis on peut se poser légitimement la question, est-ce que les Russes, c'est réellement dans leur intérêt à l'heure actuelle de négocier? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut les forcer, les inciter à entrer dans une négociation? Moi, je vois 2 choses. 2 choses seulement qui pourraient les inciter à entrer dans la négociation, malgré le fait qu'ils sont en train de progresser sur le champ de bataille. Première raison, l'a déjà évoqué,
que Vladimir Poutine ait réalisé que la poursuite de la guerre va commencer à avoir des effets réels sur l'économie russe, sur la population russe, et là qu'il y a un risque là, que ça crée du mécontentement au sein de la population, puis que ça puisse ébranler les colonnes de son régime. Ça, lui seul le sait. On n'est pas en mesure de savoir ce qui se passe en Russie, ce que les gens pensent, ce qu'ils ressentent, mais pour moi, c'est le premier élément qui pourrait inciter Vladimir Poutine, malgré ses gains territoriaux sur le plan militaire, son momentum en ce moment, à pouvoir entrer dans une négociation. L'autre aspect, ça avait été évoqué dans un article du Financial Times il y a environ 10 jours de ça. Il y a des discussions en Europe selon lesquelles l'Europe pourrait, à la suite d'un cessez-le-feu ou d'une paix, recommencer le commerce avec la Russie, notamment le gaz et le pétrole. Et puis, ça, je pense que c'est un élément qui pourrait inciter Vladimir Poutine à entrer dans une négociation parce que, on le sait, l'économie russe maintenant est à la remorque de la demande chinoise, de l'économie chinoise. Puis pour un type qui mise beaucoup sur la souveraineté de la Russie, il a mis tous ses œufs dans le même panier et puis il s'expose à des possibles mesures de rétention de la part de Pékin qui, là, ferait réellement mal à l'économie russe. Ferait réellement mal à l'économie russe. Et puis, donc, dans les circonstances, c'est dans son intérêt de recommencer à diversifier le commerce russe. Et puis, si les Européens en venaient à accepter de recommencer, à tout le moins, à commercer en matière de gaz et de pétrole, mais s'il y a lieu de mettre un terme, d'abolir les sanctions qui ont été mises en place en 2014 puis en 2022, là, je pense que ce serait quelque chose qui inciterait Vladimir Poutine à entrer dans une négociation. Puis en plus, il pourrait crier victoire absolue, là. Non seulement il aurait obtenu sur le plan militaire ce qu'il souhaitait en Ukraine, mais il pourrait montrer à sa population, voici, j'ai réussi à faire plier ces gens-là qui pensaient, en février 2022, on se souviendra des mots de Bruno Le Maire, le ministre des Finances français de l'époque, qui avait dit « on va mettre à terre l'économie russe ». Bon, ben, cette promesse-là, en réalité, elle ne s'est pas concrétisée. Puis c'est moi qui ai non seulement gagné militairement, mais c'est moi aussi qui ai gagné politiquement et économiquement en forçant l'Europe, l'Union européenne, à abolir ces sanctions. Parce que, on s'entend, l'Union européenne, sur le plan de la vulnérabilité commerciale, économique, ils sont pris à la gorge, là. Le prix du pétrole, le prix du gaz a augmenté parce que il y a une rareté. Et puis, s'ils continuent comme ça à imposer des sanctions contre la Russie, ben inévitablement, ce gaz-là, ce pétrole-là va venir, le gaz va venir des États-Unis, peut-être de la Norvège, mais ce serait aussi dans leur intérêt de faire en sorte d'augmenter l'offre pour faire diminuer le prix de ces ressources-là, là. Parce que en la matière, l'Union européenne souffre quand même d'une très grande vulnérabilité à cet égard-là. Puis, tu sais, les gens disaient, là, on peut pas parler à Vladimir Poutine il y a 3 ans de ça, c'est inacceptable de déclencher une guerre d'agression. Ouais, ben là, Trump l'a appelé. Là, les gens tombent des nues puis ils disent, mais c'est inacceptable. Mais c'est la réalité. Tout comme pour les sanctions, il n'y aura pas des sanctions qui vont être imposées à la Russie éternellement, là. Un jour, elles vont devoir être levées. Toutes ces protestations montrent comment les gens, d'abord, n'ont pas de mémoire historique et sont hypocrites. Nous avons qualifié les talibans de terroristes pendant 20 ans et on s'est assis avec eux pour signer la paix et même pire, leur rétrocéder le pays où on avait mené une guerre contre eux. Ça, c'est le premier exemple. Deuxièmement, on a négocié avec Slobodan Milosevic alors qu'il commettait un génocide en Bosnie, des massacres au Kosovo. Il est même venu à Paris signer l'accord de paix sur la Bosnie avec ses collègues croates et bosniaques. C'est après qu'il a été arrêté par le tribunal spécial sur l'ex-Yougoslavie. Donc, toutes ces espèces d'envolées oratoires, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, il ne faut surtout pas croire ça. Non, c'est ça. Puis tu sais, dans cette situation-là, puis ce qu'on voit depuis 3 semaines, depuis le retour au pouvoir de Trump à la Maison-Blanche, c'est que les pays se sont nourris depuis 30 ans de l'idée d'une amitié, ce qu'on appelle l'homophilie. Donc, l'amitié fondée sur l'adhésion à des valeurs communes. Donc, on est ensemble parce qu'on se ressemble, on partage les mêmes valeurs. Puis ça, c'est la base, c'est les fondements de l'amitié. Et c'est aussi ce qui fonde les inimitiés, comme la Russie, ben, c'est des méchants.
on peut pas être amis avec eux, on peut pas leur parler. Donc, c'est comme la mise en place de deux chambres d'écho, la chambre d'écho russe puis la chambre d'écho occidentale. Or, cette forme d'amitié-là, c'est la forme d'amitié la plus faible. En réalité, la forme d'amitié qui prédomine dans toutes les relations humaines, c'est fondé sur l'utilité. Puis on le voit très bien maintenant avec Trump. Est-ce que vous nous êtes utile dans notre relation commerciale ou dans notre stratégie de défense, oui ou non? Si c'est pas le cas, on va vous imposer des tarifs qu'on va juger nécessaires. Et puis, encore une fois, Rubio, il y a un mois, dans son allocution devant le Sénat, il avait dit le monde des idées. Le monde de la fin de l'histoire de Fukuyama, c'est terminé. À partir de maintenant, on va poser des gestes en fonction uniquement de notre intérêt national. Donc, en fonction de votre utilité par rapport à nos besoins à nous. Et puis là, les Européens se retrouvent dans une situation, mon Dieu, on est en train de briser la chambre d'écho, on est en train de parler aux méchants, aux pas fins, c'est complètement inacceptable. Mais ça, là, c'est pas le monde réel. C'est peut-être le monde idéal, le monde qui devrait exister, mais c'est pas le monde réel. Pas le monde réel. Et puis, c'est pour ça que tout le monde tombe des nues comme ça. Puis, c'est une certaine leçon, que les gens vont devoir. Le réel politique, voilà. Ben oui, c'est ça. Écoute, très rapidement, ben, je voulais dire, les gens s'en souviendront peut-être, il y a 1 an, jour pour jour, j'étais à Ottawa, comme un con dans ma chambre d'hôtel. 2 heures avant ma présentation qui était prévue devant le comité permanent des affaires étrangères de la Chambre des communes, je reçois un courriel de la greffière du comité pour me dire que ma présentation est annulée. J'avais été désinvité de la réunion du comité pour finalement apprendre par la suite que ça avait été une autre professeure de sciences politiques qui était invitée en même temps que moi sur le panel du comité qui avait exigé que je sois désinvité, à défaut de quoi c'est elle qui allait pas se présenter. Donc, j'avais fait circuler à l'époque le texte de ma présentation. C'était une présentation de 5 minutes seulement. Puis, en fait, on m'avait invité pour discuter des problèmes, des défis de la politique étrangère canadienne. Et puis, la thèse que je défendais, c'était que, malheureusement, la politique étrangère canadienne a fait fi du réalisme nécessaire et a sombré dans l'idéalisme, le wokisme, en défendant des valeurs, des principes qui sont pas nécessairement les bienvenus. Pour le meilleur ou pour le pire, la question n'est pas là, mais qui ne sont pas nécessairement bien accueillis, les bienvenus dans certaines sociétés plus conservatrices, plus traditionnelles, et que ces initiatives-là avaient pour effet de marginaliser le Canada. Puis moi, à l'époque, c'était plus des manifestations symboliques là, qui un peu sporadiques. Et là, au cours des derniers jours, des gens ont mis la main sur différents financements du ministère fédéral des Affaires étrangères à travers le monde au cours des dernières années pour se rendre compte que ça touchait aussi, ça affectait aussi le financement de différentes initiatives. Donc, par exemple, j'avais évoqué, on avait dépensé 150 000 $ au Sénégal pour féminiser l'armée sénégalaise, qu'on avait investi des sommes d'argent, par exemple, pour produire des bandes dessinées pour enfants en Mongolie, qui faisaient la promotion d'idéologie transgenre, qu'on avait investi des sommes d'argent en Ukraine pour avoir une force policière inclusive LGBT, qu'on avait investi 25 millions de dollars en Afrique pour soutenir des organismes de défense transgenres, queer, intersexués et plus, etc., etc. Donc, la liste est quand même assez longue. Et là, ça vient un peu confirmer ce que je voulais dire l'année dernière, c'est que par des initiatives comme ça, on est vraiment en train de financer un idéalisme qui n'est pas nécessairement le bienvenu, bien accueilli dans ces différentes... Ça procède d'une idée généreuse, d'une certaine façon. Oui, mais quand on pense à l'aide internationale, moi, c'est ce qu'avec Maxime Bernier, c'est ce qu'on avait discuté il y a quelques semaines. Moi, quand je pense à l'aide internationale, c'est on aide des gens qui meurent de faim, qui n'ont pas d'eau potable. Ça, je pense que l'immense majorité des gens... Tout le monde est d'accord avec ça. Tout le monde va être d'accord avec ça. Mais le problème, c'est quand on commence à financer des initiatives comme celle-là qui vont pas réellement aider des gens qui sont en situation de famine là, ou qui sont en train de mourir de faim. Là, c'est là où ça vient causer un problème. Et l'autre problème aussi, c'est que ce sont des fondations à l'étranger qui gèrent ces fonds-là. Ah oui. La question, c'est les fondations, ils ne font pas ça bénévolement. Là. Ils se prennent des overhead costs, comme on dit en anglais, donc des frais d'administration. Lorsqu'on donne 150 000 $ ou 1 million de dollars pour un projet comme ça, ils se prennent quoi? 10 20 40
de la somme totale pour la gestion des frais d'administration, de payer leurs employés. Donc, au final, de toutes ces sommes-là, quelle est la proportion qui va réellement aux gens qui en ont besoin? Et puis, bon, tu sais, par exemple, il y avait la Fondation Aga Khan qui a aussi géré beaucoup de contributions du ministère des Affaires étrangères. Bon, puis après ça, quand vous savez que l'Aga Khan a financé des vacances de Noël à Justin Trudeau pour lui et sa famille, inévitablement, les gens viennent à se poser la question, est-ce que c'est un retour d'ascenseur? Donc, je ne suis pas en train d'accuser, mais les gens ont le droit de se poser cette question-là. C'est sûr. Et puis, et là, ça vient jeter un peu une chape de plomb sur l'idée de l'aide internationale. Puis là, vous avez des gens qui vont dire, ben, il faut couper ça à 100%. Il faut arrêter l'aide internationale parce que clairement, l'argent, elle est dépensée à mauvais escient. Et puis, la conséquence de ça, ben, malgré toutes les sommes qui peuvent être gaspillées, il y a quand même des sommes qui servent à fournir des vaccins, de la nourriture, de l'eau potable. Pénaliserait tout le monde. Besoin. Donc, on va jeter. Le problème, c'est qu'on va en venir à jeter le bébé avec l'eau du bain. Un peu comme ça a été le cas aux États-Unis, parce que Musk, avec le USAID, a aussi mis en lumière des dépenses qui étaient, ma foi, questionnables. Et la conséquence de ça, ça a été la fin complète des contributions en aide internationale de la part des États-Unis. Puis là, vous avez des gens à l'étranger qui disent, ben, il y a des gens cette semaine, ils n'auront pas de nourriture, là. Puis l'année prochaine, on ne pourra pas, les nouveaux-nés, on ne pourra pas leur donner des vaccins de base, comme contre la polio, par exemple. Et c'est ça le problème, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans le monde politique, on voit tout en extrême, c'est noir ou blanc, puis on est incapable de faire la juste part des choses, puis se dire, bon, ben, ça, à ce niveau-là, il y a eu un problème, d'accord, mais à tel autre niveau, on ne devrait pas toucher à ce type de politique-là, ce type d'aide-là. J'ai l'impression que maintenant, il y a plus de juste milieu. C'est toujours, tout est toujours noir ou blanc. Et puis, voilà, je m'arrêterai là-dessus, mais je trouve ça profondément, éminemment malheureux qu'on en vienne à des décisions comme ça, là. Alors? Donc, écoutez, ben, sur ce, restez avec nous. On va revenir dans quelques secondes avec notre entretien avec le professeur Stéphane Paquin de l'École nationale d'administration publique, qui va discuter, comme je le disais en début d'épisode, de commerce international et surtout de commerce interprovincial au Canada. Donc, restez avec nous, on revient dans quelques secondes. Alors, nous sommes de retour pour la deuxième partie de notre podcast. Nous avons comme invité pour la deuxième fois depuis que nous avons créé ce podcast, Stéphane Paquin. Stéphane Paquin est titulaire de la chaire Jarilowski sur la confiance et le leadership politique à l'École nationale d'administration publique. Il travaille sur les relations internationales du Québec en particulier. Et il va publier lundi sur le site web du blog du Corim un texte qui tente de démystifier cette espèce de crise autour du commerce entre le Québec et les États-Unis. Est-on si dépendant de ça, de ce commerce avec les États-Unis? Stéphane a trouvé les chiffres, bien sûr, les chiffres, ça c'est ce qui est important dans la recherche. Et vous allez voir qu'il va faire un petit peu exploser cette affaire et peut-être jeter un petit peu d'eau froide là, sur l'hystérie qui s'est emparée des médias et de notre classe politique autour de nos relations commerciales avec les États-Unis. Alors, je lui donne 5 minutes pour exposer sa thèse et tout de suite après, on passera à la période de questions avec mon collègue Jean-François Caron. Alors, merci de l'introduction. Alors, pour le dire simplement, quand on parle d'une exportation, il faut que ça traverse une frontière internationale. Donc, c'est vrai que le Québec exporte beaucoup vers les États-Unis. 74% de ses exportations se dirigent au sud de la frontière. Cela dit, lorsqu'on pense comme ça veut dire que le reste du Canada est ignoré. C'est-à-dire que c'est comme si le Québec ne faisait qu'exporter aux États-Unis, mais n'envoyait rien dans le reste du Canada. Si on dit que tout ce qui sort du territoire québécois est une exportation, là, les proportions changent énormément. Alors, je vais vous donner un exemple pour l'illustrer. Imaginez que vous avez toute la production qui est faite au Québec dans une année, où est-ce qu'elle se dirige?
Alors, à peu près 50% de ce qui est produit au Québec reste au Québec. Ça, c'est le premier grand chiffre. Mhm. Ensuite, 21,5% se dirigent vers le reste du Canada, surtout en Ontario, mais vers le reste du Canada. Ensuite, 21% vers les États-Unis et 7,5% vers le reste de la planète. Donc, on le voit que le 74% d'exportation internationale vers les États-Unis se réduit à 21%. Mais il y a un autre euh, phénomène à prendre en considération. Quand les Américains envoient des pièces pour être assemblées en Chine ou au Mexique, par exemple dans un iPhone, puis que nous, on le réimporte ici, pour le Québec, ça devient un déficit commercial envers la Chine. La composante américaine du produit n'est pas calculée dans notre déficit commercial. Autrement dit, on a tendance à surestimer encore une fois notre dépendance commerciale avec les États-Unis parce qu'on ne calcule pas le reste du commerce international. Bon, alors revenons au Canada, parce que c'est quand même assez important. Il y a un effet frontière en matière de commerce international. C'est ça, je vais vous parler pendant une seconde. Euh, Est-ce que, c'est la distance entre Montréal et Toronto, la distance entre Montréal et New York, Manhattan, c'est à peu près la même chose, 550-600 km. L'Ontario, 16 millions d'habitants, l'État de New York, 20 millions. Normalement, nos exportations devraient être relativement similaires parce qu'on est dans un contexte de libre-échange. Pourtant, on exporte 53 milliards de dollars par année de biens et services en Ontario contre 8,6 milliards dans l'État de New York, ce qui est un différentiel de 6. Ou bien le Québec exporte plus en Colombie-Britannique que dans l'État de New York. Dans l'autre bout du Canada, on exporte plus aussi en Colombie-Britannique, même si c'est une population de 5,5 millions d'habitants, contre 2,6 milliards pour la Californie, qui serait un pays du G7 si la Californie était un pays Mhm. indépendant. La Californie a un PIB presque 2 fois plus élevé que le Canada, euh, mais on exporte seulement 2,6 milliards. Tu sais. Mhm. Ou, dernier exemple, on exporte plus au minuscule Nouveau-Brunswick que dans l'État du Massachusetts. Alors, pour le dire clairement, on a tendance, dans nos analyses là, médiatiques depuis quelques semaines, avec la crise des tarifs qu'on voit en ce moment, à sous-estimer l'importance du marché canadien pour les exportations québécoises, parce que c'est un marché intérieur, dans le fond, le Canada. On ne le calcule pas comme une exportation, mais dans les faits, c'est un peu ce que ça veut dire. Alors, nos trois principaux partenaires commerciaux dans le monde, c'est un, l'Ontario, deux, l'Alberta, trois, la Colombie-Britannique. Et après, on mettrait des États américains comme l'État de New York, le Connecticut, l'Illinois, l'Ohio. Donc, Ouais. l'idée de base, c'est qu'on a tendance à sous-estimer l'importance du marché intérieur canadien pour les entrepreneurs québécois. Qu'est-ce que ça veut dire pour nos relations avec le reste du Canada? Est-ce que c'est pas ça qui devrait faire l'objet d'une crise plutôt que notre soi-disant dépendance avec les États-Unis? Alors, c'est sûr qu'au Canada, on a un Parce qu'il y a des enjeu. barrières tarifaires au Canada. Les barrières interprovinciales. On a Ouais, un enjeu de barrières interprovinciales. Vous l'avez sûrement déjà remarqué quand vous allez à la SAQ acheter du vin. Vous pouvez avoir du vin chilien, du vin australien, mais c'est très difficile d'avoir du vin ontarien ou de la Colombie-Britannique. ouais. Il y a des règles du commerce intérieur qui font en sorte que c'est très difficile de s'approvisionner en produits canadiens. C'est la même chose pour un certain nombre de produits agricoles qui sont difficiles à exporter, mais c'est la même chose aussi pour certaines professions qui sont réglementées. Tu sais, je vais vous donner trois exemples. Vous êtes comptable au Québec, puis vous travaillez pour une firme de comptabilité. Vous pouvez avoir une certification internationale, mais au Canada, vous devez avoir une certification dans chacune des provinces pour exercer votre profession. C'est la même chose pour être membre du barreau. Vous devez être membre du barreau du Québec, de l'Ontario, de l'Alberta, de la Colombie-Britannique. Mais si vous voulez pratiquer aux États-Unis, c'est la même chose. Vous devez vous faire reconnaître par les barreaux de chacun des 50 États américains, ce qui est Ah, vraiment ouais. extrêmement difficile. Puis le dernier exemple qui touche le secteur de la construction, on se demande comment se fait-il qu'il n'y a pas une plus grande transférabilité des emplois dans le secteur de la construction? Ben, c'est qu'au Québec, ce sont des emplois syndiqués. Il faut avoir des cartes de compétences. Et donc, si vous voulez passer de l'Ontario au Québec, vous devez faire partie du syndicat. Alors, le fait que les travailleurs de la construction soient beaucoup moins syndiqués dans les autres provinces
faire en sorte qu'il y a un enjeu de transférabilité. Là, Mhm. je pense qu'avec la crise du commerce avec les États-Unis, on parle plus des enjeux de commerce interprovincial, puis peut-être qu'un certain nombre d'idées pourraient être proposées. Tu sais, l'idée la plus évidente, là, ça a été celle qui a été mise en œuvre entre le Québec et la France sur la reconnaissance des qualifications professionnelles. Tu sais, l'idée de base, c'est quand vous êtes un médecin, quand vous êtes un notaire, quand vous êtes une infirmière en France, puis vous avez le droit de pratiquer en France, on vous reconnaît ce droit de pratique au Québec, même si vous n'avez pas les mêmes études ou les mêmes qualifications dans votre expérience professionnelle. Mhm. On pourrait faire un accord interprovincial un peu équivalent de dire si vous avez le droit de pratiquer dans une province, vous avez le droit de pratiquer dans toutes les provinces. On pourrait reconnaître que les normes, même si elles sont différentes d'une province à l'autre, sont acceptées dans les autres provinces. C'est par exemple, dans le domaine du transport, là, un des enjeux qui est le plus important, c'est quand vous transportez de la marchandise dans un camion, dans certaines provinces, ça doit être attaché d'une certaine façon. Dans d'autres provinces, ce n'est pas nécessaire. Donc, on pourrait reconnaître nos normes interprovinciales pour favoriser Ouais, ouais. le commerce. Laissez-moi poser une question avant de passer la parole à Jean-François. Alors, ce voyage, non seulement de de François Legault, mais des autres premiers ministres à Washington, c'est une opération électoraliste parce que on a de la difficulté à voir la crise, en tout cas de la façon dont vous l'expliquez. Oui, c'est important nos relations avec les États-Unis, mais l'économie québécoise ou canadienne ne va pas s'effondrer demain matin. Au Québec, il y a à peu près 11 000 entreprises exportatrices. Fait que c'est 11 000 entreprises qui dépendent d'une exportation à l'extérieur du Canada. Donc, pas le marché canadien, mais à l'extérieur du Canada. Fait que c'est quand même significatif. Oui, Et dans certains secteurs très ciblés, les niveaux d'exportation vers les États-Unis sont très élevés. oui. Donc, il y a un certain nombre de producteurs. On parle, par exemple, de l'aluminium, simulateurs de vol, les pièces d'avion, Ah ben d'hélicoptères. oui, oui. Bon, tout ça s'exporte. Bon, il y a beaucoup, Il n'y a pas de marché l'électricité, intérieur pour le ça. fer, il n'y a pas de marché intérieur. Le bois d'œuvre. Donc, certaines industries seraient massivement touchées. Et là, effectivement, ça peut déboucher sur des pertes d'emplois importantes. Et ce sont des entreprises aussi ou des secteurs où la diversification ne se fait pas rapidement. Tu sais, dans le fond, on pourrait Mhm. se poser la question, pourquoi se fait-il, malgré qu'on a un accord de commerce avec l'Europe, on a un accord de commerce avec les pays du Pacifique, en fait, le Canada est un des pays du monde qui a signé le plus d'accords de libre-échange dans les 30 dernières années. Comment se fait-il qu'on a encore autant de notre production au sud de la frontière? Il y a deux grands facteurs. Premièrement, nos entreprises ont tendance à adopter les normes nord-américaines. En fait, les Oui. normes américaines, si elles sont compatibles avec les normes canadiennes. Et donc, il n'y a pas d'enjeu de normes pour l'exportation internationale. Alors que pour Mhm. l'Europe, il y a tout un enjeu de normes qu'il faut respecter. Puis parfois, les normes ne sont pas européennes, mais par pays. La première chose. Ensuite, c'est que l'économie américaine va bien depuis 15 ans. Tu sais, depuis la crise de 2008, l'économie européenne ne va pas très bien. Donc, pour les exportateurs québécois, c'est beaucoup plus facile Mhm. de faire aller les réseaux au-dessus de la frontière. Tu sais. OK. Alors, changer ça, c'est un peu long. Ouais. Mais là, je pense qu'on a pris conscience que ça va être vraiment compliqué notre relation avec les États-Unis. Et ça pose même une question. Tu sais, on voit M. Legault dire il faut rapidement renégocier notre accord avec les États-Unis, la CEM. OK, mais il ne respecte pas les accords qu'il conclut. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire un gros effort, sachant que de toute façon, il peut changer d'idée dans 6 mois? Tu sais? Ouais. C'est vraiment pas une situation facile, mais là, je pense que les gouvernements ont pris conscience de ça. On va vraiment faire des efforts pour substituer nos importations des produits locaux, ce qui va améliorer notre solde commercial. Puis probablement qu'on va réussir aussi à développer l'achat local pour, par exemple, dans le domaine agricole. Fait que, tout ça pourrait amener des changements à long terme, mais c'est sûr qu'on a une crise à vivre dans les prochains mois, prochaines Ouais. années, tant que Trump va être au pouvoir, en fait. Jean-François? Merci. Ma question, est-ce que le Canada est un pays normal? Parce que de la façon dont tu nous décris ça, là, on a plus de relations avec la France qu'avec le Nouveau-Brunswick pour la reconnaissance des diplômes, par exemple. Donc, ma question, c'est, lorsqu'on compare le Canada avec d'autres fédérations multinationales, que ce soit la Belgique, par exemple, ou l'Union européenne,
qu'est-ce qu'il y en est si on compare le Canada? Est-ce que l'Union européenne, il y a une reconnaissance comme ça des diplômes ou c'est tout aussi difficile que ça peut l'être entre les provinces canadiennes? Une bonne question, c'est la question de la normalité. Pour avoir étudié un peu le fédéralisme américain sur ces questions-là, il y a des normes étatiques très élevées sur un certain nombre d'enjeux qui font en sorte que le commerce intérieur américain, lui aussi, est entravé. Juste dans le secteur bancaire, il y a des interdictions pour des institutions financières d'être présentes dans plusieurs États. Donc, ça aussi, ce sont des normes de régulation qui, dans le contexte de l'Union européenne, comme il y a une libre circulation qui est reconnue par les traités de l'Union, la reconnaissance de la qualification professionnelle est plus simple, mais elle n'est pas absolue, en fait, hein, parce que dans certaines professions, c'est même interdit de pouvoir, notamment dans le secteur de la médecine. Mais je vais vous donner un exemple que j'ai déjà vu dans la littérature, c'est qu'en Belgique, il est beaucoup plus facile de devenir vétérinaire qu'en France. Alors, il y a énormément de jeunes Français qui vont faire leurs études en Belgique, qui ensuite vont venir se faire reconnaître leur diplôme pour pratiquer en France. Il y a beaucoup de résistance face à ça, mais ce type de mesure-là existe. Mais oui, en fait, le propre des régimes fédéraux, c'est qu'on donne une autonomie législative aux États fédérés qui peuvent donc adopter des normes sur la sécurité au travail, les normes sur les mesures d'investissement, la protection des citoyens face aux fraudes. Puis toutes ces normes-là finissent par entraver le commerce entre les États d'un pays. Je vais vous donner un exemple pour être plus clair, c'est qu'autrefois, le commerce international concernait surtout les tarifs douaniers. Maintenant, avant que Trump arrive, cette situation-là était plutôt réglée. La moyenne générale des tarifs douaniers dans les pays membres de l'OMC était moins de 3%. Donc, ce qui entravait le commerce, c'est les normes réglementaires, les normes phytosanitaires ou des choses comme ça. Alors, je vais vous donner un exemple dans le commerce international. Certains pays, vous regardez les prises de courant pour brancher votre ordinateur, d'un pays à l'autre, ça change. C'était largement prévu pour empêcher la concurrence des pays étrangers, dans le fond, Ah oui. mais ça, c'est encore présent. Puis c'est Mhm. présent aussi entre les États fédérés, les normes. Chaque État peut décider de sa propre norme. D'ailleurs, ceux qui se sont opposés au Québec à baisser les exigences interprovinciales, c'était justement au nom de la souveraineté législative du gouvernement du Québec, de Mhm. refuser de reconnaître les normes des autres provinces pour garder leur autonomie législative. Mhm. Donc, Donc, peut-être le principal obstacle, est-ce que c'est on pourrait dire ce sont les provinces avec leurs normes ou c'est pas mm, plutôt les différents organismes professionnels qui oui, veulent garder une espèce exactement. de chasse gardée, préserver les emplois, puis créer, si on veut, un faux effet de rareté pour peut-être contribuer à augmenter les salaires dans le cadre d'une négociation, d'une convention collective. C'est plus une réticence des provinces ou ça serait plutôt lié peut-être aux organismes professionnels? Les organismes professionnels ont un rôle déterminant au Québec, là, dans la négociation qui a eu lieu avec la France sur la reconnaissance des acquis professionnels. Un des gros obstacles, c'est qu'au Québec, les pouvoirs sont délégués aux autres professionnels. Autrement dit, c'est eux qui déterminent en large partie la formation qu'on doit avoir pour pouvoir pratiquer, avoir un droit de pratiquer au Québec. Alors qu'en France, ce droit-là était réservé, un domaine réservé de l'État français. Fait que pour les Français, c'était plus facile de mettre en œuvre. Nous, au Québec, on a dû négocier avec chacun des ordres professionnels pour les convaincre d'arrimer leurs pratiques avec celles de leurs vis-à-vis français. Au départ, là, j'avais parlé à certains fonctionnaires qui avaient été les négociateurs du traité. Ils disaient, au départ, on pensait ne jamais y arriver. Tu sais. Donc, il y a une possibilité. Maintenant, il y a des précédents. Il y a des précédents à l'accord France-Québec. Il y a les précédents aussi du Canada et l'accord AECG, donc ce que les Français appellent le CETA, là, l'accord de libre-échange Ouais. Canada-Union européenne, qui a un chapitre sur la mobilité professionnelle. Il reste à voir si on a cette envie-là au Canada de le faire. Là, on a vu la ministre Annan nous dire d'ici 2 mois, tout va être réglé. Bonne chance, parce que certaines des protections touchent aussi la langue française et des choses comme ça, mais je suis sûr qu'on est capable de faire un bon bout de chemin la reconnaissance des acquis professionnels puis la transférer. Si, si la crise des tarifs se règle, admettons, d'ici quelques semaines, quelques mois, d'ailleurs, je suis même pas sûr si les tarifs sont déjà appliqués. Je crois que ça sera peut-être le 15 mars ou quelque chose comme ça. Mais bon, admettons qu'on trouve un compromis. Est-ce que
la crise est terminée et on retourne à nos bonnes vieilles pratiques avec les États-Unis, ou bien on a compris la leçon et on commence sérieusement à diversifier notre commerce international. Une chose dont on parle depuis Pierre Elliott Trudeau quand même. Oui, exactement. Moi, c'est ce que je crains, c'est la crise, il y a un gros coup de bluff dans ce que fait Donald Trump. En ce moment, l'inflation est en train de remonter aux États-Unis, imposer des tarifs douaniers très importants à ses deux partenaires commerciaux comme le Canada et le Mexique. C'est 44% des importations américaines de biens et services. Ça aurait pour effet que ça ferait sauter l'inflation aux États-Unis. On peut penser que les républicains qui ont été élus sur la promesse de baisser le coût de la vie Ah oui. pourraient réagir. Donc, bref, ça semble illogique. Mais en même temps, Trump est surprenant. Mais pour le deuxième point, est-ce qu'on a compris la leçon? Je ne suis pas certain parce que je me rappelle qu'au début de la pandémie, le gouvernement du Québec, là, c'est relaté dans le livre d'Alec Castonguay, La journée Oui, la plus longue, là, nous disait qu'ils avaient une crainte sérieuse sur la capacité du Québec de s'approvisionner en matériel phytosanitaire, tu sais, en masques, oui, puis en vaccins. Puis les Américains ont refusé, tu sais, ont fait une législation qui interdisait l'exportation de vaccins et de matériel sanitaire pendant la pandémie, ce qui fait qu'on était dépendant de nos importations. Pour les vaccins, c'était la Belgique en partie. Puis après, les masques venaient d'Asie du Sud-Est. Là. Les gens se oui, promenaient avec des valises d'argent sur le tarmac quelque part en Chine pour avoir des masques. oui, C'était à ce oui, je point. me souviens. Oui. Puis aujourd'hui, la pandémie est passée, puis on revient aux pratiques d'autrefois. Là, est-ce qu'on a réussi à assurer notre souveraineté alimentaire? On a fait des subventions à des tomates de serre, des choses comme ça, mais est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'avoir une industrie pour nos propres besoins? J'ai l'impression qu'avec la fin de la pandémie, on a relâché la pression, puis que maintenant on est passé à autre chose. Puis au contraire, le gouvernement Legault, avec sa politique de donner un nouveau mandat à Investissement Québec pour favoriser les exportations du Québec à l'international, a cherché au contraire à accentuer sa dépendance au commerce international plutôt qu'à substituer pour de l'achat local. Mhm. Fait que je ne suis pas certain qu'on apprend notre leçon. Puis là, ça me fait penser à l'exemple dont vous venez de parler là, sur la politique de la troisième option Troisième de option. Trudeau du début des années 70. On l'oublie, mais c'était en réaction à l'imposition par l'administration de Nixon de tarifs douaniers qui étaient assez variables, mais autour de 10%. Puis le Canada a réalisé à l'époque à quel point on était dépendant du marché américain. On avait mis une politique de diversification des exportations qui a été abandonné par Mulroney au début des années 80, au milieu des années Mhm. 80, parce que c'était largement inefficace et inutile. OK. Euh, donc, le modèle de gravité puis le fait que l'économie américaine est si dynamique fait en sorte que c'est beaucoup plus facile de vendre au sud de la frontière, puis au Canada aussi, que dans le reste du monde, notamment parce que l'essentiel de nos exportations se transporte par camion et c'est Oui, difficile de changer les modes de transport. c'est Même sûr. si le port de Montréal a une entente avec le port d'Anvers, puis que ça serait assez facile de rentrer dans le marché européen, paraît-il que les coûts ne sont pas si élevés que ça. Il reste qu'on connaît déjà nos fournisseurs américains, nos acheteurs, puis que Oui, le commerce va bien. on a construit un écosystème là, qui nous favorise finalement et qui Ouais, nous rend, entre guillemets, me semble-t-il, un peu plus paresseux pour plus ne pas paresseux. chercher de pas chercher des marchés extérieurs. Mais en même temps, tu as l'air de dire, chercher des marchés extérieurs, c'est pas nécessairement profitable. Peut-être sur le plan de la souveraineté ou d'autres plans. Avec l'Union européenne, on a un déficit commercial d'à peu près 17 milliards de dollars. Ouais. Fait que je pense qu'on pourrait chercher à Donc, l'accord de développer davantage libre-échange nos avec les exportations. Européens, et- Ben, depuis l'entente de libre-échange, nos exportations vers l'Europe ont augmenté, mais les ouais, importations de l'Europe ont augmenté encore plus. encore Donc, plus, notre oui. déficit, évidemment, on veut les produits français, puis Ben donc, oui, on consomme beaucoup plus. Euh, donc, tu sais, moi, j'ai été très surpris, puis j'ai déjà eu des discussions sur ce sujet-là avec des gens du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada. On signe des accords de commerce avec l'Europe, mais comment se fait-il qu'on n'a pas fait une succession de missions commerciales avec notre premier ministre, puis une délégation d'entreprises dans tous ouais, les pays d'Europe, tu sais? Puis c'est la même chose pour les pays du partenariat transpacifique. C'est parce que le Québec, là, pour le dire simplement, on est en surplus commercial avec le Canada d'à peu près 2 milliards de dollars. On est en surplus commercial avec les Américains, 44 milliards de dollars. Mais on est en déficit commercial avec quasiment tout le reste de la planète. Au OK. total, notre déficit commercial est de 19 milliards de dollars. Mhm. Donc, soit qu'on substitue, puis on cesse d'importer, soit qu'on essaye.
au contraire de compenser ouais, par en ouais. exportant davantage dans les pays avec lesquels on a des gros déficits. On est 5 milliards de déficit avec le Mexique. Ouais. Comment se fait-il? Puis là, on a une crise avec les États-Unis, puis personne ne se dit, eh ben, le Mexique, c'est notre partenaire commercial du partenariat transpacifique, c'est notre partenaire de l'ACEUM. Pourquoi on n'essaye pas d'augmenter nos exportations vers le Mexique? Mhm. On est très, Mais on très, très faisait dépendant les américain. missions commerciales, on faisait ça du temps de Jean Chrétien. Tu te souviens, avec Team Canada qui allait en Chine régulièrement, qui amenait des hommes d'affaires, des premiers ministres, des artistes. Enfin, il y avait une volonté, quelque chose pour se rapprocher Exactement. Tu sais, de les l'Asie. missions commerciales suivaient notamment la mise en œuvre de l'ALENA. Tu sais, donc, Ouais. on voulait, dans un tu sais, de développer une mentalité d'exportation pour les entrepreneurs canadiens, Mhm. favoriser les contrats publics avec d'autres régions du monde. Dans la littérature, c'est assez divisé dans les experts. Est-ce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas? Ah Mais oui. ben, c'est parce Ouais. qu'ils disent que la plupart des contrats qui sont signés quand les premiers ministres sont là avaient été négociés d'avance, sont juste annoncés quand le premier ministre est là. Mhm. D'accord, mais là, il n'y en a plus du tout. Il y en a Oui, presque. oui. Mais Donc, ces efforts, ouais, mais ces efforts-là de Team Canada, sous Jean Chrétien, c'était très populaire. Mais ça s'est arrêté quand au niveau fédéral? Est-ce qu'il y a eu un point de rupture à un certain moment sous Martin, Harper, Trudeau? Stephen Harper. Je me Stephen souviens pas Harper en qu'il a y en a fait fait. quelques-unes, mais Oui, c'était pas oui, dans la logique parce que sous Jean Chrétien, rappelez-vous, c'était tous les premiers ministres des provinces et le oui, représentant du gouvernement canadien. En ce oui. moment, là, chaque province fait ses missions commerciales. Le premier ministre canadien fait parfois des visites commerciales. Le premier ministre du Québec en fait aussi. Il n'y a pas de stratégie d'équipe Ouais. Canada, si on veut, de faire force de frappe commune. Moi, pour l'Europe, là, j'ai trouvé ça très étonnant qu'on n'ait pas des missions ciblées beaucoup plus systématiques. C'était comme si, peut-être que c'est peut-être le fait que la négociation a commencé sous Harper et s'est terminée sous Trudeau qui fait en sorte qu'il n'y a pas eu un suivi sur les politiques qui avaient été Mhm. développées, là, mais j'ai trouvé ça dommage. Pour le partenariat transpacifique, c'était un peu la Ouais. même chose. Donc, Est-ce que on le voit. est-ce que les gouvernements accompagnent les gens d'affaires pour développer des marchés extérieurs où on est pas mal laissé libre de faire ce qu'on veut finalement? Mais tu sais, dans certains pays, notamment les pays qui ont des régimes politiques semi-démocratiques, Ouais, ouvrir les portes du point de vue politique sont essentielles. ouais. Donc, notamment tu sais, j'ai des exemples du passé, là, quand, maintenant, on ne le fait plus, là, mais quand on investit plutôt en Chine, que l'usine canadienne soit raccordée au service d'aqueduc puis d'électricité de la région, ça nécessitait une petite intervention politique. Ah oui. Ouais. Pour les États-Unis, évidemment, il n'y a pas besoin de ça. Il y a déjà des Non. chambres de commerce transfrontalières, il y a des Ouais. cabinets d'importation, d'exportation. La Banque de développement du Canada fait des systèmes d'assurance pour favoriser les exportations, pour Mhm. s'assurer que les paiements soient bon, sécurisés. Bref, il y a énormément de programmes qui favorisent ces choses-là, mais dans certains cas, l'intervention du politique peut être décisive. Mhm. OK. OK. Bon, ben écoute, merci Stéphane. C'est très, très, très intéressant. Je pense que les auditeurs, Et on a voilà. appris beaucoup sur la question. Ils sont peut-être tombés des nues Quand ils vont écouter les concernant. nouvelles, ils paniqueront pas, je pense. Ben, on l'espère parce que je pense que c'est le temps que Un peu moins. qu'on revienne un petit peu à la raison parce que là, c'est en train d'atteindre des proportions un peu catastrophiques. Puis moi, je trouve que ça mène aussi à une espèce de dérive où on a vu pendant le week-end du Super Bowl des gens, des artistes sur les réseaux sociaux en venir à souhaiter là, ouvertement la mort de Trump. Là. Donc, c'est l'espèce de dérive émotive-là est en Ouais. train de donner ces dérives-là qui, franchement, sont inacceptables. Là. Donc, je pense que ce serait le temps de se calmer puis revenir à la raison. Là. Il y a personne qui va mourir au final. Là, tu sais. Puis, ultimement, c'est quelque chose qui va finir par se régler. Là. Donc, ben, écoutez, sur ce, ben, on vous souhaite une très bonne semaine, chers auditeurs, puis on se revoit la semaine prochaine pour le prochain épisode de notre balado. D'ici là, bonne semaine à L'invitation. toutes et à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.